Aujourd'hui, on veut vous parler d'un combat, celui d'une maman et de sa petite fille. Quand on est rentré de l'hôpital, je voulais plus m'occuper de ma fille. C'est le papa qui s'en est occupé pendant plus Ça fait d'un un an. rejet. Je voulais plus lui donner à manger, je ne la changeais pas. Si nous avons choisi de réaliser cet épisode, c'est parce qu'au-delà du témoignage, un événement et une cagnotte existent pour leur venir en aide. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose à investir dans le handicap, tu mets 3 zéros, quoi. C'est 1 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros. Une table à langer, c'est 4 000 euros. Et que nous avions envie, à notre échelle, de leur donner de la visibilité. Si cette histoire vous touche, partagez-la. Si vous ne pouvez pas donner, un simple partage peut peut-être permettre à cette histoire d'atteindre quelqu'un qui le pourra. Et ça, c'est déjà énorme. Voici l'histoire de Louise et Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Jérémy. Quand j'ai découvert ton histoire, elle m'a beaucoup touché. Je suis papa aussi et je me suis dit qu'il fallait qu'on raconte ton histoire simplement pour que les gens comprennent. Oui. Et peut-être même aider, justement, parce que tu as lancé une cagnotte. Merci déjà d'être là avec nous et d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. C'est un beau projet pour nous deux. C'est gentil. J'aimerais que tu nous racontes qui est Louise. Alors Louise, c'est ma fille qui vient d'avoir 12 ans. Et, Louise est née sourde profonde en 2014. Et on s'en est rendu compte avec une valise qui existe à la maternité. Au bout de 2 jours, on a su qu'elle était sourde. Ensuite, on a fait d'autres examens pour voir la force de cette surdité. Donc il n'y avait aucun signe avant la naissance. Elle ne réagissait à aucun stimuli de son, même le bruit d'une tondeuse, tout ça. Donc on s'est dit, il y a une grosse surdité. Et ça a été confirmé, surdité profonde, puisqu'il y a une malformation des 2 oreilles très très importante. D'accord. Donc du coup, on a essayé les appareils auditifs. Depuis sa naissance, à ses 6 mois, je crois qu'elle avait déjà des appareils auditifs, plus des lunettes aussi, puisqu'elle est née avec une hypermétropie très importante. Et donc les tests auditifs avec ces appareils ont échoué, il n'y avait aucune réponse, ça ne l'aidait pas à nous entendre. Donc en parallèle, nous, on avait contacté une association de langue des signes pour pouvoir échanger et apprendre autrement. Et surtout quand les enfants sont tout jeunes, ils apprennent très vite. Mais par contre, donc les appareils auditifs, on n'avait aucune réponse, ça ne fonctionnait pas sur elle. Donc la deuxième solution, c'était de l'opérer et de lui poser un implant cochléaire. C'est un implant qui est relié par un aimant en dessous la peau du crâne et qui est relié comme un appareil auditif dans l'oreille interne. Normalement, il y a, si je me souviens bien, une 20aine d'électrodes à poser dans le petit escargot de l'oreille, mais ils ont pu en poser qu'une dizaine puisque la malformation de l'oreille était très très importante. On a quand même essayé des tests poussés avec ça et il n'y avait encore aucune réponse de sa part. Elle n'entendait pas avec ça. Donc du coup, nous, ça a remis tout notre projet avec son papa de partir sur Nancy, puisqu'on est originaire de Haute-Marne, pour la scolariser dans une école pour les sourds. Et la plus proche était ici, à Jarville-la-Malgrange. Donc elle a commencé sa préscolarisation fin 2016 au CAMS de la Malgrange. Et puis en janvier 2017, elle a contracté une méningite bactérienne due à la pose de l'implant cochléaire aux oreilles. La bactérie est passée lors de l'intervention chirurgicale. Donc du coup, cette méningite a fait beaucoup de dégâts sur son cerveau. Tout le côté moteur, elle n'a plus de maintien de corps. Elle a une quadraplégie dystonique. Elle a perdu la vue en grosse partie. Elle détecte quelques ondes, des couleurs, on ne sait pas. Elle voit un tout petit peu, mais la cécité est vraiment importante. Du coup, elle est sourde profonde. Et du coup, vu que le cerveau a été très abîmé, elle a une épilepsie qui est très compliquée à soigner. Elle est sous 5 antiépileptiques, plus le cannabis thérapeutique, et on n'arrive pas à stabiliser. Waouh. Voilà. Tout ça, et tu m'as dit qu'elle avait 12 ans. Elle avait 2 ans et demi. Ah ouais. Quand elle a fait la méningite, elle avait 2 ans et demi. Et Elle allait avoir 3 ans. Waouh. Tu vois, on en a discuté un tout petit peu avant et c'est encore plus choquant. J'ai essayé de mettre dans l'ordre parce que c'est pas facile. Il y a eu tellement d'événements durs et puis d'expliquer. Si tu as des questions, il faut pas hésiter. Parce que Oui, pour moi, c'est compréhensible, mais il faut que
ça soit objectif et bien sûr, bien bien sûr. expliqué, quoi. Du Donc coup, du coup, oui, on l'a implantée. Elle avait 2 ans. les médecins, ils t'ont dit que ça avait une grande chance de fonctionner et Que normalement, oui. Mais quand ils ont ouvert l'oreille, ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment peu d'espace pour mettre les petites électrodes, en fait. Donc déjà, à partir de là, elle avait la moitié d'électrodes. On pouvait pas avoir un bénéfice audition total, ça Ouais. c'était sûr. Et nous, on était persuadés que de toute façon, elle n'entendait pas et qu'elle faisait tout avec la LSF. Elle était là-dedans, elle communiquait avec nous avec ça. Donc Et, pour nous, ça nous aurait été. Mais sauf que 9 mois après l'intervention, eh ben, il y a eu de la fièvre, il y a eu la bactérie. Et oui, ça s'est passé comment le jour-là c'était la nuit. Ça faisait 2 jours qu'elle avait un état grippal avec fièvre qui baissait pas à plus de 39,5. Notre médecin disait que c'était la grippe. Et le 3e jour, en fait, dans la nuit, on a entendu convulser dans le lit. On a appelé les pompiers, mais c'était déjà trop tard, elle était évanouie. On l'a quand même... On savait qu'il fallait faire ça, la mettre dans l'eau pour essayer de choquer le choc, mais en fait, c'était déjà trop entamé l'infection. Donc quand on est arrivé aux urgences, ils ont fait une ponction lombaire, mais elle était déjà endormie, elle était déjà pratiquement plus là, quoi. Parce que justement, hein, j'apprends tout ça, j'essaye de comprendre. Mhm. Mais ça a mis 9 mois à Ouais. se développer. Implanté le 31 mars 2016 et méningite le 2 janvier 2017. 9 mois. Et l'hôpital dit quoi derrière tout ça Tu sais, on a eu tellement de choses à gérer en réanimation et tout que on s'est même pas retourné contre le chirurgien. Enfin, on a préféré garder notre énergie à l'hôpital avec Donc, elle. on n'a jamais parlé avec eux Non. En plus, on était sur la Haute-Marne, donc elle s'était fait opérer à Dijon. Et quand ça lui arrivait, on habitait déjà à Rosières-aux-Salines. Et puis nous, notre but, c'était d'être avec elle, de voir ce qu'on pouvait faire pour elle. Après, c'est une On bactérie, nous a quoi. déjà dit, t'aurais dû attaquer le chirurgien, mais ça arrive pour peu importe quelle opération. Et puis on aurait perdu de l'énergie à ça. Autant la garder pour elle. On a été présent pour elle, H24 à l'hôpital, pendant 4 mois. Et je pense que ça a joué aussi sur son état qui est très bien. Elle sait qui est ses parents, qui était là. Enfin, Donc à l'heure actuelle, tu communiques comment avec elle? Comment alors ça se passe actuellement, on communique comment? Eh ben, tout ce qui est vibratoire. Parce qu'en fait, elle a développé d'autres sens que nous, chez nous, ne sont pas développés. Par exemple, quand tu passes devant elle, elle sait qu'il y a quelqu'un qui est passé. Elle a une réception du mouvement, de la vibration, de l'odeur. Elle n'a pas peur quand on approche d'elle. Elle a développé d'autres Faut ce que le corps sens, humain en est fait. capable de faire. Elle est sur un monde parallèle. Toutes ces couches autour d'elle sont vachement plus développées que nous. Tu vois, elle ressent les choses, les émotions, elle les ressent encore plus que nous. Si par exemple je suis fatiguée, tout ça, elle le sent, ça se voit sur son comportement. Et on communique toujours avec quelques petits signes de la langue des signes parce qu'il semble qu'elle les comprenne encore. Et elle nous en fait aussi. Par exemple, quand elle veut plus rien, elle fait avec ses mains finies. Donc du coup, on essaye de rattraper un petit peu tous ces signes et on se comprend aussi comme ça. Génial, justement, j'allais te demander si tu voyais qu'elle avait encore conscience, etc. Elle a encore conscience, elle est dans son petit monde, mais elle est de plus en plus présente avec les gens qui sont autour d'elle, parce qu'elle grandit aussi, et parce qu'on a bossé pour ça aussi, et toute l'équipe où elle est en centre la semaine a fait un travail aussi formidable, quoi. Ce qui est kiné, orthophonie. Elle est où actuellement? Actuellement, elle est à l'établissement pour enfants polyhandicapés à Maxéville. C'est une institution pour jeunes enfants polyhandicapés, avec toute une équipe professionnelle. Et elle y fait 3 nuits par semaine aussi. Elle est en internat de semaine pour pouvoir préparer tout pour elle. Quand elle vient, tout est prêt. Organiser les rendez-vous, travailler un petit peu. Enfin, tu vois bien. Puis ça te permet de souffler aussi un petit peu. Souffler, oui, pas beaucoup, mais on va pas se mentir. c'est un quotidien chargé. Heureusement Oui. qu'elle est un peu en internat, sinon ce n'est plus vivable. Il n'y a plus de lien social. Et puis aussi, on est séparés avec son papa, ce qui permet que je la reçois 2 week-ends par mois, du jeudi au lundi matin. Et le papa fait 2 week-ends aussi. Ça permet aussi d'avoir 2 week-ends à moi. Mais du coup, tu es toute seule à la maison avec elle alors? Oui, je suis toute seule à la maison avec elle. Waouh. Costaud. Ça se fait. Avec le temps, surtout, c'est une question de temps, enfin, de patience, d'endurance, de courage.
Et Justement, en fait, c'est l'amour de mon enfant, c'est tout. comment on encaisse tout ça? Comment on se relève Comment on encaisse tout ça? Ben, ça peut être le jour où tu apprends différent. ça, comment ils te l'annoncent déjà à l'hôpital? Parce Comment que ils te l'annoncent? Ils peuvent pas te dire à 6 mois ce qu'elle va devenir, ce qu'on va rattraper, ce qu'on va pas rattraper. Eux, ils font un constat sur le jour même, Mhm. qui était plutôt très lourd. Ouais. On t'oriente vers des structures pour te dire, justement pour soulager aussi le couple, pour elle qu'elle soit soignée par du professionnel qualifié. On découvre les structures aussi. C'est assez choquant quand tu vas dans des structures pour enfants polyhandicapés, Ouais, comme pour ouais. aller dans une maison de retraite. C'est l'humain qui est. C'est quand même triste. Mm. On en ressort comment? On se pose plein de questions. Au retour à domicile, au bout de 4 mois d'hôpital, comment on va faire? Elle n'entend pas, elle voit plus. Comment elle va manger? En fait, c'est nous qui avons tout construit avec les professionnels de Flavigny à l'époque qui nous ont beaucoup aidés. Que tu étais à l'hôpital avec elle, tu restais avec elle. Avec le papa, toute la journée, on va dire, on partait vers 21h, 22h et on revenait le lendemain matin à 7h. Des fois, il y en a un qui faisait la nuit là-bas. On se relayait tous les deux. La famille est venue beaucoup aussi, mais plus chez nous, mais pour nous soutenir. Et on était épuisés aussi. On a beaucoup refusé de visite parce que c'était plus possible. Surtout la réanimation, c'est quelque chose de costaud. Et puis, tu as sans cesse des infirmières, des médecins, des machins. Et on en ressort comment? Moi, j'ai quand même fait une dépression pendant 1 an et demi après, parce que j'avais trop de questions dans ma tête. Qu'est-ce qu'on allait devenir? Qu'est-ce qu'elle allait devenir? J'ai fait un travail sur moi qui a été plutôt positif et qui, je pense, aussi aide beaucoup Louise actuellement, quoi. Parce que si elle nous sent plus fort, Oui. forcément, ça suit pour elle aussi, quoi. Oui, que si elle nous sent pas bien, elle va se mettre dans cette bulle aussi, puisqu'elle ressent tout fois 1000. Hein. Et on communique aussi. J'ai peut-être pas fini sur la communication, non. Toujours les petits langues des signes. L'odeur, par exemple, si elle va te voir une fois, elle va certainement remarquer ton parfum ou ta présence pour elle. Et je sais pas, t'es grand, t'es quelqu'un d'imposant. Elle est sur des sphères parallèles en fait, sans la vision et l'audition. C'est fou. C'est fou d'être. Et elle n'a jamais eu peur, même au réveil de la méningite. Quand on venait, puis toute l'équipe médicale, on n'a jamais senti qu'elle avait peur. Elle s'est tout de suite, je pense, elle a tout de suite travaillé ses sens. On ne sait pas, ça c'est magique, mais. Tu disais tout à l'heure, justement, quand on discutait à côté, que quand elle revenait de ses jours, tu l'avais déjà vue stressée, etc. Oui. Mais justement, comment tu vois ça? Comment je le vois? Comment je l'ai su? Oui. En fait, déjà, on avait tous les jours dans ce centre de répit pour enfants handicapés, tous les jours des nouvelles, soit une petite photo, soit un SMS, où on m'appelait. Et en fait, on le voit beaucoup sur son état d'épilepsie, où elle va avoir beaucoup de crises, où elle va être dans sa bulle renfermée avec des absences, et sur un état de fatigue très intense, très cerné, très marqué. Elle ne mange pas, parce qu'elle ne sait pas qui s'occupe d'elle et elle n'a pas un repère maman ou un repère papa ou un repère de l'équipe qu'elle a l'habitude. Pour elle, c'est trop de changements d'un coup. Il y a aussi la chaleur, c'était en été, donc ça provoque encore plus d'épilepsie. Et puis le personnel, malheureusement, en centre de répit pour handicapés, n'est pas formé à tout handicap, malheureusement. Même si on remplit un dossier, qu'on rencontre l'équipe qui va s'occuper d'elle, ça suffit pas, c'est trop... Il y a trop de détails, ils peuvent pas faire du cas par cas. Non, c'est pareil, ils ont un job de fou. Louis, c'est un polyhandicap qui est vraiment... Il y a trop de choses à gérer. Et il n'y a pas de communication et d'audition. Donc déjà, c'est dur pour les gens de l'extérieur. Même s'ils sont formés à plein de choses, j'en doute pas. En tout cas, nous, sur les 2 qu'elle a fait, un pendant le Covid et un après Covid, on l'a récupérée épuisée et pratiquement déprimée. Elle s'est rendue compte au bout d'1 semaine qu'elle était chez elle, mais les 7 premiers jours, elle était absente. Elle n'était pas là, elle ne voulait pas manger, elle était perturbée. Tu vois, justement te demander, elle ne voulait plus manger, elle ne voulait plus... c'est ça. Waouh. Donc du coup aussi, voilà, le but de la journée du 7 juin, c'est de pouvoir financer un séjour de répit, mais en milieu vraiment adapté, où il y a une équipe complète et où je viens avec elle
tout est adapté pour nous. Il y a un planning de fait, c'est du sur-mesure. Tout est organisé. Et là, il n'y a pas de problème puisqu'il y a soit maman ou papa. Il y a une équipe d'aides-soignantes aussi qui sont là, qui sont formidables, qui sont vraiment formées sur du polyhandicap. Il y a une équipe extraordinaire. Et là, ok. Et là, Louise, je pourrais montrer des photos. Les photos ne trompent pas. Il y a un sourire, il y a une expression. C'est des vacances. C'est cool. Voilà. C'est cool. Et ça, j'ai découvert ça à la télé. Voilà. Parce que beaucoup d'aides sociales ne savent pas nous dire où on peut envoyer nos enfants en séjour de répit avec les parents. Malheureusement, il y a encore des gens qui ne sont pas assez formés. Justement, tu le disais, Ouais. même au niveau des assistants Bah, sociaux. c'est tellement varié le monde du handicap. Mm. Après, je pense que c'est une vocation aussi. Bien sûr. Il faut vraiment. C'est un métier où tu donnes tout. Il y a des gens très très professionnels. Tout à fait. Et il y en a d'autres qui se lancent et ils savent pas. Oui, ils peuvent se tromper aussi, mais ça peut être perturbant pour le public handicapé, quoi. Bah, bien sûr. Mm. Faut pas être maladroit. Et pour la justement, famille c'est ce que je te aussi, disais. et pour la famille qui sait pas trop comment elle va la semaine, tu vois. Ça joue sur tout le monde, quoi. C'est toute une équipe en fait. Ouais. Elle est pas toute seule, on est une équipe. Même Est-ce- si on est séparé avec le papa, on est toujours une équipe, Oui, quoi. tiens. Alors, du coup, c'est pas dans mes questions tout ça. Oui. Et, c'est peut-être très personnel. Mais comment elle a pris votre séparation? Bah ça s'est fait. Beaucoup Nous, plus on dur. s'est séparés suite au Covid, puisque normalement elle était en structure, mais on a appris au bout d'une semaine ça faisait 7 jours qu'elle était confinée dans sa chambre. Donc du coup, on a dit, écoutez, vous préparez toutes ces affaires, demain on vient la chercher. On n'était pas prévenus. Pourquoi il l'a confinée? Ils avaient peur qu'elle Parce que tombe plus malade? aucun enfant devait être en contact dans la pièce de vie. Chacun devait être dans sa chambre. Donc ça a été terrible pour nous cette annonce. Donc du coup, on l'a Bien sûr. récupérée plus d'un an à domicile 24 heures sur 24. Donc du coup, le couple a un peu souffert, tu vois. Oui, non, mais là, je comprends. Puis c'est pas une vie d'être tout le temps avec son enfant polyhandicapé, on l'a appris aussi, tu Mhm. vois. Et ça fait des dégâts aussi. Donc du coup, comment elle l'a pris, écoute, on l'a jamais senti perturbée, choquée. Ce qui fait, son papa par contre est sur la Haute-Marne, donc c'est les trajets qui sont assez fatigants pour elle. Mais sinon, quand elle est avec son papa, quand elle est avec moi, on n'a pas senti de différence. Il y a une de nos deux présences et ça suffit pour elle. Ouais. Plus la famille, les amis. Franchement, on a de la chance, elle n'a jamais fait de dépression parce que ça pourrait être le cas. Oui, ça aurait pu. Des bien petits sûr. états dépressifs, on va dire, où elle se remet dans sa bulle, mais c'est pas une dépression telle quelle, quoi. Oui, non, elle a été triste Mm. de votre Oui, tu le vois sur son séparation, faciès, tu le vois si elle mange ou si elle veut boire ou pas. Tu le vois comme ça, en fait. Mais elle s'exprime. Mais ça aussi, pendant le Covid, il a fallu le décoder parce que son langage n'est pas le nôtre. Donc il faut qu'on s'adapte. Maintenant, on a un langage approprié. Oui, Les petits signes, les machins, mais ça a mis, tu vois, plus de 2 ou 3 ans à qu'on puisse se comprendre tous ensemble. t'arrives à la comprendre maintenant. Maintenant, oui, puis elle grandit, donc il y a plus d'expression. Et puis elle a fait un travail sur elle qui est formidable, quoi. Elle a une force de caractère. Elle pourrait dormir toute la journée, ne pas profiter de ce qu'on lui propose, de ses séances de kiné, de relaxation. Mais non, elle vit tout ça et ça l'aide, quoi. Je me suis toujours posé une question très maladroite, hein, très certainement, mais comment ils vivaient ça, eux, ces personnes-là, comme ta fille, dans leur tête, justement Il y a beaucoup d'enfants perturbés. Tous les cas sont différents, hein, c'est du cas par cas. Mais justement, c'est peut-être pour ça que c'est des personnes d'acier, quoi, parce que... C'est des guerriers, hein, les personnes handicapées. Et de loin. Louise est une guerrière. Hein, la force, c'est elle, c'est pas nous. Hein. Tu ressors d'un coma de 3 jours sous respiration. Tout ce qu'elle a fait depuis 2017, maintenant, elle interagit. Elle tient sa tête, ça, elle tenait pas. Il y a un peu de rééducation motrice qui est faible, mais qui est super. Elle s'exprime, elle rigole. Elle crie parce qu'elle est contente. Du coup, elle est en fauteuil, hein, c'est ça? Elle est en fauteuil avec un corset moulé, un corset siège moulé à ses formes, qu'on renouvelle tous les ans à peu près, puisqu'elle grandit très vite. Ça a un coût aussi Ça a un coût aussi, puisque la MDPH et la Sécu ne remboursent que très très peu. C'est des dossiers à monter en parallèle au département pour n'avoir presque rien à charge pour nous, quoi. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose à investir dans le handicap, tu mets 3 zéros, quoi. C'est 1 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros. Une table à langer, c'est 4 000 euros.
Une douche, c'est 4 000 €. Que tu avances. Non, on monte des dossiers, mais ça, c'est 18 mois d'attente entre la rédaction du dossier et puis le temps d'avoir le matériel adapté. On perd du temps, on s'esquinte. C'est une perte d'énergie de remonter des dossiers, raconter sa vie à chaque fois la même chose. On va peut-être faciliter un petit peu les choses. Les quand même. démarches administratives, que ce soit handicap ou rien que l'administration française, c'est abominable. Hein. Ouais, sur le On handicap. refait sans cesse, pas tous les 2 mois, mais presque tous les 3 mois, il y a quelque chose à refaire, mais c'est toujours la même chose. Hein. Donc, je préférerais garder cette énergie pour ma fille, quoi. Mais malheureusement, il faut faire des dossiers de compensation pour qu'il nous reste à charge pratiquement rien. Mais ça devient compliqué quand elle grandit. Là, tu vois, pour le lève-malade, j'aurais besoin d'autres moteurs. Il y a toujours du financement. Il va falloir changer le châssis du fauteuil roulant. Ça, c'est 4 000 € aussi. La Sécu dit qu'ils remboursent des fauteuils handicapés, mais pas tous. Au départ, la carte de stationnement, tout ça, fallait la refaire tous les 2 ans, alors qu'elle a une invalidité à plus de 80%. Ça y est, maintenant, c'est passé, elle l'a à vie. Bah, bien sûr. Mais les choses n'avancent pas assez vite dans tout ça. Pour son placement en institution, tous les 5 ans, je suis obligée de refaire la demande à MDPH pour qu'elle puisse être prise en charge encore à l'institution. Elle va y être à vie. C'est bête, c'est Tu vois justement, c'est les papiers qu'il faut remplir pour rien. Oh, puis se justifier de tout, que oui, elle n'est pas scolarisée, que c'est bien à plus de 80%, et puis j'en oublie, mais je fais des dossiers, tous les 3 mois, je suis sur un dossier. Hein. Que ce soit du financement ou de la mise à jour de dossier. Ton quotidien, ça ressemble à quoi une journée avec Louise? Mon quotidien, alors... Louise est très matinale. On va dire vers 5-6 heures, elle est réveillée. Le matin, elle a pris des médicaments. Hein. Elle a 5 traitements anti-épileptiques, plus du cannabis thérapeutique, plus des traitements pour le transit et puis pour ses os. Puisqu'elle a aussi Comment ? Ça doit être lourd quand même. Et puis c'est très très mauvais à boire. Mais c'est là aussi qu'elle a une force. Elle les avale sans broncher, quoi. Mais parce qu'elle sent que ça peut l'aider. Ouais. Tu vois ? Donc c'est ça, ses prises de traitements. Elle a aussi une ostéoporose qu'on a découvert là. Ses os sont très très abîmés, donc elle a aussi du calcium et de la vitamine D en ce moment pour rétablir ses os. On a une surveillance accrue là, sur ça aussi. C'est dû à la maladie? C'est dû au fait que oui, elle n'a pas de mobilité, elle ne marche pas, donc ses os ne fonctionnent pas avec ses muscles correctement. Ouais, chez toutes les personnes handicapées qui sont en fauteuil, ça arrive, mais c'est rattrapable. Il n'y a pas... La rééducation, tout ça. Là, je te dis, c'est beaucoup du calcium et de la vitamine D. On va refaire un contrôle et puis après, il y aura des perfusions tous les 3 mois à l'hôpital de calcium en renfort. Et puis aussi du kiné pour remettre tout en mouvement, activer un peu de mobilité. Ouais. Quoi. Donc du coup, le matin, les traitements, le petit-déj, voilà. Puis après, elle est très fatiguée aussi après les traitements. Généralement, elle fait une petite sieste le matin. Bon, après, moi, je suis en cuisine pour préparer à manger ou... préparer les ordonnances pour aller à la pharmacie ou aller en course. Un régime alimentaire bien précis plus maintenant, elle a aussi bien travaillé là-dessus parce qu'au départ, en sortant de la méningite, elle ne déglutissait plus. Elle avait une sonde par le nez pour la nourrir et l'hydrater. T'as tout vécu. Oui. Donc elle a eu un régime après très spécial qui s'appelle le régime cétogène. C'est un apport en graisse surtout, et c'est surtout plus de sucre sur tous les repas. Donc elle mangeait en mouliné, écrasé, mais texture très lisse pendant, on va dire, au moins 2 ans. Et avec l'orthophoniste, on a réussi à retravailler la mastication et maintenant elle mange comme nous, morceaux, choucroute. Ça va passer de tout. Il n'y a pas quelque chose qu'elle n'aime pas. C'est vrai, bon appétit. Elle a bon appétit, c'est surtout parce que son odorat est encore plus décuplé que le nôtre. Alors, la bouffe, c'est la vie, quoi. Ouais. C'est du goût, donc elle mange très très bien maintenant, mais on est passé par des périodes très très compliquées où elle avait perdu beaucoup de poids. Sa vie était en danger parce qu'elle était vraiment sous-poids, quoi. Ouais. Donc, d'où ce régime à base de graisse et enlever le sucre parce que le sucre favorise l'épilepsie, déclenche des crises. Ouais. Maintenant, ça va. Ça, même si elle mange des gâteaux et tout, ça va. Mais au départ, en sortant de méningite, elle était tellement abîmée, fatiguée que le sucre, ça provoquait direct des absences. Pas de bonbons, pas de... Elle aime pas ça.
Même pas. Tu lui proposes des petits morceaux de bonbons, c'est pas son truc. Elle, c'est le fromage. Tu lui dis fromage en langue des signes, elle ouvre la bouche, elle mange. Une bonne Elle est malade, française. tu lui dis fromage, c'est bon. Elle Une bonne mange. française. Point. Ça, Fromage c'est à un baguette. clin d'œil. Mais ouais, voilà. Tu lui dis fromage, elle, c'est pas bonbon, non. Du coup, oui, la journée, on reste beaucoup à la maison. Parce qu'une sortie, il faut dire aussi que c'est épuisant pour moi. Hein. Rien n'est adapté dans les rues pour les fauteuils. Les places de stationnement ne sont pas toutes adaptées avec 3 mètres de recul pour pouvoir descendre une rampe et le fauteuil de la voiture. C'est tout un parcours du combattant. C'est selon aussi l'état de Louise qui est très fatiguée, si elle va bien, s'il n'y a pas d'épilepsie. Et la journée, elle se déroule sur 4 repas, quoi. Petit-déj, midi, goûter, soir. Elle se couche très tôt, fatiguée très tôt. Les traitements, elle en a aussi le soir, les 5 même que le Ouais, ce matin. que je te disais, ça doit l'assommer quand même. Ça l'assomme un peu. Maintenant, vu qu'elle grandit, ça va un peu mieux. Ouais. Elle est plus présente, elle dort moins. C'est une préado. Ouais, du coup, une journée, ça peut être très varié. On peut aller se promener. Elle adore faire les magasins parce qu'il y a plein de lumière. Vu qu'elle détecte tout ce qui est lumineux, à Noël, les guirlandes, tout ça, elle est toute contente. Ça peut être une sortie, elle adore être dehors. Elle a toujours aimé les arbres, elle regarde les arbres. Mais une gamine en soi, en fait. Tout à fait. Elle Comme une adore. enfant normale, j'essaye de lui faire des fois des petites activités manuelles, même si elle a plus de préhension, lui faire toucher des textures différentes, elle kiffe. La musique, je lui mets l'enceinte sous ses pieds, ou alors on l'emmène par exemple voir un groupe de percussion brésilienne, et elle bat la mesure avec son pied, elle est sur le tempo, donc tu vois, elle n'entend pas, mais les vibrations, elle les a. Enfin, elle vit autrement, Oui, mais c'est les mêmes plaisirs qu'un enfant. justement, parce que quand en enregistrant ça, je me dis, il y a peut-être d'autres parents qui vont tomber sur ton témoignage. Oui. Et moi, je suis papa, j'apprends des nouvelles comme tu as appris, je suis assommé. Et, Oui, on a été assommés, t'inquiète. Hein. je me dis, qu'est-ce que va être l'avenir? Et là, tu es en train de le raconter, et finalement, ça devient tout doucement une enfant. Ça fait 9 ans, et elle est belle, quoi. Elle est belle à voir. Hein. Donc, il y a une belle Par rapport à évolution, 2017 où elle ne bougeait pas, voilà, le terme c'était un légume. Hein. Oui. Elle ne savait plus qui on était, il n'y avait plus d'interaction. Et 2017 et là 2026, je te dis, les percussions, là, elle les vit. Le repas, c'est plus qu'un plaisir. Ça a été quoi les premiers petits signes où tu t'es dit, aïe, on est en train de gagner un peu du terrain, on gagne un peu de bataille C'est surtout sur la tenue de son corps où on dit que le kiné ça sert pas à rien, elle retient sa tête, elle prend son pouce, enfin ça elle l'a. Dès qu'elle s'est réveillée de la méningite, c'est la première chose qu'elle a fait, elle a repris son pouce, un truc qui la console, Ouais. tu vois. Elle a quand même quelques maîtrises comme ça, c'est tout le chemin en fait. C'est au fur et à mesure, il n'y a pas de truc vraiment marquant. C'est un combat après C'est l'autre, très long. c'est un peu après l'autre. C'est très long, mais là, je trouve qu'avec sa préadolescence, les hormones, c'est encore plus flagrant et c'est chouette. Mais par contre, les hormones, tout ça, l'épilepsie, c'est chaud à contrôler. Ça se fait Parce que naturellement comme une enfant, elle a à peu près les mêmes cycles. Ça, il n'y a pas de perturbation là-dessus. La croissance est bonne, le poids est à peu près bon. Ça reste une petite allumette, mais vaut mieux. Nous, on préfère ça que de la gaver par une sonde à l'estomac et qu'elle n'ait aucun goût dans sa bouche. Nous, ça serait, c'est pas possible. Voilà. Non, c'est bien comme ça. Mais un sourire nous suffit, quoi. Parce que maintenant, elle a le sourire. Et ça, c'est vraiment chouette. Et toi, dans tout ça, être maman, t'as pas d'autres enfants? On n'a pas d'autres enfants, non. T'en veux plus? Donc, c'est ma seule. Je pense qu'après un coup comme ça doit être dur de se dire je réempile peut-être. Oui, et puis tu vois, il y a le Covid qui s'est enchaîné après la méningite. Nous, ça nous a pas détruit, mais ça a cassé quelque chose dans notre couple. Enfin, même déjà la méningite. Mais toi, sinon t'arrives à la souffler quand même, tu trouves des moments pour toi Maintenant, un peu plus. Ou souffler. Mais heureusement que j'ai des amis plus que adorables qui m'ont fait comprendre qu'il fallait que je prenne du temps pour moi. Avant, je le prenais pas. Maintenant, oui. Est-ce que tu as dit que tu avais fait une grosse dépression? Ouais, dépression de 2018 à... fin 2017 à 2019. J'en suis ressortie plus forte, je me suis bien battue. J'ai créé ma micro-entreprise, puisque le projet était déjà là avant la méningite de Louise. On faisait les bijoux avec Louise. Et du coup, j'ai dit, je vais pas lâcher, je vais créer la micro-entreprise et je vais faire les bijoux
pour Louise. Mm. Donc le projet est toujours là. Donc du coup, je me concentre. Ma vie, c'est Louise. Bien sûr. Un peu mes bijoux parce que c'est vraiment mon moyen d'expression et de souffler. Mais en grosse partie, c'est Louise. J'ai pas retrouvé de compagnon, je cherche même pas. J'ai pas le temps. Alors, oui, Non, c'est pas que j'ai pas le temps. J'ai encore pas mis cette énergie pour ça parce que c'est un choix, quoi. Puis la vie de parent étant, puis justement, j'ai pas le temps de sortir. Enfin, pas le temps. Si on me propose d'aller boire un verre, bien sûr, je vais y aller. Mais je vais pas faire cette démarche seule. Ouais. J'ai des amis, ça me suffit, ma famille. Mais le quotidien est très rythmé. Ouais, Comme je te dis, il y a toujours quelque chose à faire en mail, par rapport à l'institution, par rapport à des rendez-vous médicaux. On t'apprend des choses, justement, quand on te lâche comme ça d'un seul coup dans la nature, tout seul avec ta fille qui est Alors non, polyhandicapée. si tu parles avec d'autres parents, ils te diront la même chose. On te dit, vous pouvez repartir avec votre enfant. Et Comme ouais. quand tu sors de la mat avec ton gosse. C'est Et puis, avec ton bagage et tu rentres chez toi. En fait, on a tout cousu nous-mêmes au fil du temps. Tu as quelques, bien sûr, idées de kiné et tout ça, mais vu que le cas, c'est particulier. On te met pas un psychologue, quelque chose. Alors, on nous en a parlé avec l'assistante sociale de l'hôpital quand on était encore à l'hôpital avec Louise. Mais à ce moment-là, tu n'es encore pas prêt à entendre ça. Bien en sûr. fait, tu vois, tu es encore sur le deuil de ton enfant d'avant et comment on va faire. Et la dépression, elle arrive après. Parce que tu te dis, ah ouais, il va y avoir ça, comment on va faire? Et moi, voilà, j'ai plongé, on va dire, j'ai plongé 6 mois après la méningite, quoi. Justement, désolé, je vais peut-être attaquer sur le morceau là. Pas de Ça a souci. été quoi les moments difficiles? Du coup, les moments où tu as commencé à te dire, ouch. en fait, quand on est rentré de l'hôpital, je voulais plus m'occuper de ma fille. C'est le papa qui s'en est occupé pendant plus T'as fait d'un un an. rejet. Je voulais plus lui donner à manger, je ne la changeais pas. En fait, je me suis effacée, je me suis mise dans ma bulle perdue. Le papa m'a emmenée 1 ou 2 fois pour que j'aille voir une psy et je ne voulais pas. Et j'ai réussi à y aller et j'ai compris pourquoi j'étais là, ce qu'il fallait faire, me soigner pour en ressortir plus riche, pour m'occuper de ma fille. Donc médicaments, maison de repos, et puis retravail sur soi, projeter. Justement, j'en prends le terme que tu as utilisé, ça a été un rejet, c'est dans les étapes du deuil. Tout à fait. Et, t'as En fait, je me suis complètement la pas sentie situation, t'as pas partir. accepté. Je me suis pas sentie partir, je me suis pas vue dégringoler, ne plus m'occuper de ma fille. C'est le papa qui a sonné l'alarme, quoi. Il m'a dit là, ça va pas, il faut que tu ailles voir. Bah, bien sûr. Mais tu t'en rends pas compte quand tu tombes en dépression, ça dépend. Enfin, moi, ça a été rapide. J'ai été prise en charge rapidement. J'ai fait mon travail. J'ai dit ce qu'il fallait que je dise pour en ressortir plus forte, quoi. T'as été forte aussi. Parce que quand même, mine de rien, ma fille était dans ma tête. C'était ça. La dépression, c'est très. Et il fallait comprendre ce qui est arrivé. C'est ça que je comprenais pas. Et puis je voulais voir dans le futur, mais en fait, on peut pas projeter pour elle dans 10 ans. Il faut qu'on vive au jour le jour. Et ça, il fallait que je le comprenne aussi. Parce que moi, j'ai toujours 2 trains d'avance. Il faut que je vois. Mais j'ai compris que pour Louise, en tout cas, ça va pas être comme ça. C'est au jour le jour, la semaine. Et ça a été tout un travail. Justement, les médecins te parlent pas d'avenir. Tu poses. Enfin, moi, je suis quelqu'un Ils ne très peuvent curieux, pas. donc je leur demanderai. Ils peuvent pas nous dire. Mais elle a une évolution normale. Ouais. Les traitements, c'est des traitements normaux pour l'épilepsie. Son développement est normal. Il n'y a pas de raison. Non, je pense qu'on nous l'aurait dit, mais non. Elle fait sa life, il n'y a pas de souci. À sa façon. Mais elle l'a fait avec nous. Voilà. L'entourage, les tatas, les tontons, papy, mamie. Et les premières crises, tout ça, ça n'a pas dû être. En fait, au réveil de la méningite, il n'y avait pas de crise que tu voyais, mais en fait, elle était en crise permanente. Elle avait les pupilles dilatées. En fait, elle était en épilepsie cachée. Ça a duré, je sais pas. Le temps qu'on trouve les traitements qui aillent, ça a duré longtemps. Et de mettre le régime là, spécial sans sucre. Au début, on a eu des bons résultats, puis au fur et à mesure, ça n'a plus fonctionné. Donc à chaque fois, il faut se réajuster. C'est un réajustement permanent, en fait. C'est super dur, mais au moins, tu as vu une évolution.
Et Ouais, ça maintenant les continue à crises, on en progresser. a beaucoup moins. Elles sont plus voyantes, peut-être plus dures, mais en tout cas, quand il y a une crise, après, elle revient bien. Elle est là où elle va être un peu fatiguée, mais en tout cas, elle ne sera plus absente comme elle l'a été. Ça ressemble à quoi une crise, justement? Une crise, si elle était debout, elle tomberait. Ouais. Donc elle, ces crises, vu qu'elle est en fauteuil ou alors elle est allongée la journée pour se reposer, c'était les 4 membres qui sont tourette, qui se tendent en étoile comme ça. La tête qui tombe, elle bave, elle gémit, elle est toute raide, elle est tétanisée. Ça dure entre 30 secondes, ça peut aller à 4-5 minutes. C'est une perte de conscience et ensuite elle revient avec un sourire qui est béat, mais elle revient bien. Soit elle dort après, ou alors des fois elle est énervée, ça l'a déchargée, ça lui a fait du bien, et elle chante et elle veut faire quelque chose, quoi. Ouais, c'est très aléatoire. Mais c'est de plus en plus où elle revient bien, et on peut faire quelque chose après. D'accord. Avec les traitements, surtout depuis que là qu'on a le cannabis thérapeutique en parallèle, ça la soulage. Ça doit faire une trouille d'enfer, quoi. Sur le coup. Maintenant on est Les habitué. premières fois, oui. Nous maintenant on est habitué. C'est surtout l'extérieur, oui, qui. Même les proches, des fois, ça soulève, hein, c'est normal, c'est très dur, quoi. Ah oui, moi je suis chez toi, ça me fait peur, hein, tout de suite. Mais il n'y a rien de dangereux, hein. Non, mais oui. À Mais, part si la crise commence à durer plus de 5 minutes, on a un protocole à mettre en route, et puis s'il faut, on va à Bravois, on nous connaît, on est tout de suite reçu, voilà. c'est quoi le protocole, du coup? Protocole, c'est un médicament à lui donner dans l'immédiat de la crise. Si elle se prolonge, on peut redonner encore une fois le protocole. On a 2 protocoles. Il y a ce premier protocole, et ensuite, si elle est encore en état de crise sur 1 heure, tu mets le 2e protocole en route. Et là, celui-là, il est quand même plus violent, et il vaut mieux être surveillé à l'hôpital, quoi. D'accord. Parce qu'elle peut moins bien respirer, ça peut couper le souffle, la crise. C'est un choc pour la sortir de la crise. Ouais, c'est pour choquer, pour sortir d'état de crise. J'ai vécu ce week-end, j'ai failli mettre ce 2e protocole, mais je ne l'ai pas fait, j'ai eu peur. J'ai écouté mon intuition et je me suis dit, il valait mieux qu'elle se repose à la maison que de l'emmener un samedi soir aux urgences où ils auraient pas su faire plus que moi là-bas, elle n'aurait pas pu se reposer. Et du coup, dimanche matin, elle s'est réveillée bien, elle n'avait plus d'épilepsie. Tu vois, il faut s'ajuster, il faut la connaître par cœur. J'ai appelé le papa, il en pensait quoi? Il m'a dit, je serai comme toi, tu vois, mais si ça dure le lendemain, je serais partie aux urgences, on mettait le 2e protocole, tu vois. Ouais, tu te permets plus de temps quand même. Parce qu'on la connaît maintenant. Oui, et que l'épilepsie est souvent la même maintenant, tu vois. La forme de crise, en tout cas. Aujourd'hui, tu as lancé une cagnotte. Oui, alors aujourd'hui, oui, c'est ça. Tu peux nous expliquer à quoi elle va servir? Alors cette cagnotte, j'avais déjà fait cette démarche il y a 4 ans pour nous aider à financer un véhicule adapté au fauteuil roulant de Louise qui coûtait 42 000 €, avec très très peu d'aide de la MDPH et de notre société. Il t'aide à hauteur de combien, justement, pour La le véhicule? MDPH, pour la voiture, c'était 10 000 €, mais que pour l'aménagement, rampe et fauteuil, pour tout ce qui est crash testé, mais pas pour l'achat du véhicule. D'accord. Donc du coup, il y avait 10 000 €, ça, et c'est tout. Mais il faut des voitures spécifiques. Ouais, c'est une voiture qui est aménagée pour handicap, donc qui coûte, et le minimum, hein, on n'a pas pris le grand luxe, hein, c'est 42 000 €. Donc j'avais lancé une cagnotte pour ça, pour trouver du soutien, des assos qui peuvent nous soutenir. Ça a super bien marché, on a pu acheter la voiture. Ça nous a déjà changé la vie, parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on faisait avant, avec une voiture normale et un siège auto qui n'était pas adapté. Et là, aujourd'hui, cette cagnotte, c'est parce que Louise grandit et les besoins en matériel adapté grandissent aussi. Ouais. Et aussi parce que j'ai des soucis de santé, j'ai une maladie auto-immune qui m'embête sur mon évolution moteur aussi. Donc du coup, en 2023, je me suis fait équiper de rails et d'un lève-malade à la maison. D'accord. Pour pouvoir transporter Louise d'une pièce à l'autre. Sauf que cet équipement, donc ce sont 3 rails dans 3 pièces différentes, et qu'il n'y a qu'un seul moteur pour pouvoir faire les transferts de Louise, par exemple du canapé dans son fauteuil. Ensuite, il faut que j'aille choper le moteur qui est au plafond, qui pèse 10 kilos, j'aille le décrocher, que je le ramène dans l'autre pièce. Et patati patata toute la journée, ça fait plus de 12 manutentions avec 10 kilos à bout de bras par jour. Mais la MDPH ne rembourse qu'un moteur, puisque les autres ne sont pas essentiels. Donc du coup, c'est pas essentiel sur un plan
de prestation de compensation du handicap pour Louise. Mais pour le parent, c'est pas essentiel. Donc du coup, il faut que j'arrive à récolter assez d'argent pour pouvoir au moins déjà équiper une deuxième PS avec un moteur qui coûte 3 956 €, un moteur de lève malade. Comment on fait? Donc la cagnotte, c'est pour m'aider à ça et puis aussi financer une partie des séjours de répit parce que quand tu pars en séjour de répit pour personnes handicapées, tu as un montant de surcoût handicap pour toute l'organisation du séjour, la mise en place de matériel adapté, d'une aide-soignante, de kiné, qui coûte très cher sur la facture répit. Pour 5 nuits, par exemple, c'est 1 900 € de surcoût handicap, plus 900 € d'hébergement. Donc, il faudrait que j'ai un petit peu de réserve d'argent pour pouvoir anticiper l'année d'après des vacances. Oui, voilà. On en discutait tout à l'heure, justement. C'est pas pour aller en vacances. Ah ben, on va pas aller sur la playa. Tu vas pas sur un BNB. Non, c'est vraiment un gîte disais, adapté aux personnes handicapées où ils mettent tout en place. Tu as besoin d'un lit médicalisé, tu as besoin d'un chariot pour la laver, il y a les professionnels sur place, ils mettent tout en œuvre, le planning est fait, tu arrives, tu n'as plus rien à faire. Justement, tu l'envoies pas en vacances toute seule parce que oui, parce que nous, ça s'est mal passé pour elle. Mais non, mais c'est normal. Moi, quand j'étais gosse, quand ils ont essayé de m'envoyer en colo, j'ai fait la crise. C'est moins drôle. On préfère aller en vacances avec nos parents. Mais bien sûr. Donc, non, c'est normal que tu veuilles l'accompagner. Voilà. Et puis, en plus, quand on voit le premier séjour qu'on a fait l'année dernière, que par exemple, la soignante, elle la prend en charge toute la journée. Nous, on peut s'en aller se promener. Et quand tu reçois des photos dans la journée, qu'elle a le smile, qu'elle mange bien, tu te dis c'est bon, on a trouvé la bonne formule, quoi, tu vois. Tu fais confiance à d'autres personnes. Ça nous ouvre aussi à des gens extérieurs. C'est super. J'allais dire, tu l'as pas demandé tout ça. Tu as besoin de souffler, tu as besoin d'avoir un peu de vacances. Oui, mais tu vois, il faut aussi se justifier sur les montants exorbitants qu'on a. Parce que malheureusement, on ne peut pas lui offrir une semaine de vacances comme ça. Je ne demande pas de l'argent pour partir à l'île Maurice toute seule. Hein. Oui, non, mais bien sûr. C'est pour ça j'ai voulu t'inviter parce que je voulais vraiment qu'on essaye de faire quelque chose. C'est concret, les projets ils sont là, les devis ils sont là, les factures elles sont là. C'est une galère pour avoir des aides. C'est pareil, tu demandes un seul moteur, mais il t'en faudrait pas qu'un en fait. Mais en fait, si je veux être équipé, on a 3 rails, il faut 3 moteurs. Voilà, il faudrait 2 moteurs. Voilà. Et pouvoir anticiper pour l'année prochaine au moins une semaine de séjour en répit. Quoi. C'est pour ça. C'est hyper important que tu arrives à réunir ces fonds-là. Tu crées un événement qui aura lieu le 7 juin à Lunéville. Ouais, alors là, ouais. Donc en plus de la cagnotte, parce que... Oui, comme ça, c'est pour faire parler également pour la cagnotte et c'est pour essayer de rassembler encore un peu des fonds. Ouais, c'est parce que aussi j'ai rencontré quelqu'un l'année dernière, on se connaissait pas, puis on a échangé, et puis il a voulu savoir un peu la vie de ma fille, je lui ai montré une photo et ça l'a percuté. Il s'est dit c'est pas possible, je peux pas vous laisser toutes les deux sans rien, il faut qu'on crée quelque chose pour vous, que tu puisses être équipée dignement, quoi. Ouais. Et donc du coup, je lui dis oui, mais tu sais, si on crée un événement, il va falloir qu'une assoce aussi nous porte, parce que moi j'ai pas d'association. Et pour récolter des fonds, il nous faut une association qui nous soutienne. Et donc il me dit, il n'y a pas de souci, je suis motard, on va travailler avec Motoclub de Lunéville. Je dis, vas-y, go. Donc je l'ai laissé au départ se débrouiller dans toutes les premières démarches parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et même actuellement, on se partage encore les tâches, mais c'est chaud d'organiser une journée comme ça. Mais oui, voilà, ce projet de journée solidaire démarre avec René, que j'ai rencontré, et ensuite Gérard du Motoclub de Lunéville. Et ensuite, on a fait appel à la solidarité pour trouver des bénévoles, des intervenants gratuitement pour cette belle journée. On arrive entre les bénévoles et les intervenants qui vont venir faire de l'animation, on est à plus de 60 personnes qui vont venir pour nous, quoi. Tu me parlais tout à l'heure de 45 bénévoles. Oui, il y aura 45 bénévoles pour tous les stands, ouais. C'est fou. Et alors, il va se passer quoi sur la journée ? Alors, dans cette journée, on va avoir une buvette restauration sur place, un joli stand de crêpes et de cookies. On va avoir de l'animation musicale toute la journée avec 2 DJ. On va avoir l'intervention des majorettes, les étincelles chantent Lunéville
en représentation 2 fois sur la journée. Mhm. On va avoir Anne-Sophie Antoine de la Zumba qui va nous faire un cours de Zumba. Que je réfléchisse bien, que j'oublie rien. On va avoir les enfants qui viendront le jour-là vont pouvoir participer avec l'artiste Flo Delfino Art à faire une fresque artistique solidaire pour Louise, pour se souvenir de la journée avec des petites photos de Louise dessus. Je sais qu'au départ ça va partir d'un arbre et tous les enfants qui viendront rajouter avec Flo quelque chose sur la toile. On va aussi avoir une maquilleuse qui va pouvoir maquiller les enfants sur toute la journée. On a aussi des marchés commerçants, entreprises. Pour créer une belle tombola, on a déjà des jolis lots. Et sur le déroulement de la journée, ça va se passer que... Il y a aussi un rassemblement moto, puisque le motoclub de Lunéville nous soutient. Tu vas prendre la parole? Oui, il y aura une inauguration aussi à 11h30. On a invité pas mal d'élus et puis ceux qui voudront parler parlent. Et il y a une association aussi qui viendra nous remettre un chèque récolté pour Louise. Le départ de la journée commence par, on va dire, une trentaine de motos va venir nous chercher à Dombasle. Et ils vont nous escorter, Louise et moi, en voiture. De Dombasle à Lunéville, on va arriver vers 10h30 sur le Champ de Mars pour commencer la journée. Donc il y aura de la musique. Ensuite, il y aura une inauguration avec apéritif. Et puis, toute la journée festive, quoi. Une belle journée de sensibilisation. Oui, voilà, aussi, ça va être le moment de sensibiliser les gens au handicap et leur faire voir notre vision des choses. Ça... On va surtout rencontrer Louise, parce que... Oui, c'est ce que j'allais te demander. Oui, Louise sera bien présente. Je serai avec toi. Si tout va bien, bah, bien sûr, oui. Puisque les motos viennent nous chercher à domicile, Louise sera là. Après, sur toute la journée, je ne sais pas s'il fait vraiment trop chaud, ça ne sera pas possible pour elle. Mais j'ai du monde qui sera avec moi, qui la ramènera à la maison. Ça, on s'arrangera. Mais Louise est prévue toute la journée, bien à l'abri du soleil et de la chaleur pour l'épilepsie. Mais oui. Ce sera un beau moment et justement, ça va... Et c'est aussi pour montrer la solidarité qu'il y a quand on vient demander un peu d'aide. Là, on a soulevé... je suis très reconnaissante du monde qui est là pour m'aider, quoi. C'est... Dans tous les sens du terme, que ça soit... Je fais attention à ce que je dis quand même. C'est pas une énorme somme quand on s'y met à beaucoup à réunir. Non. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui vont participer, moins il y a besoin de grosses sommes par personne. Donc justement, c'est pour ça que c'est important qu'ils viennent. Et puis c'est un beau moment, on va manger un bon barbecue, des bonnes frites. Et ça va nous aider. Je trouve que c'est bien en plus de la cagnotte, parce qu'aussi on va rencontrer du monde, ça peut nous faire des découvertes, des nouveaux échanges, ça va ouvrir à tout le monde en fait, que ce soit moi, Louise ou tout le monde qui sera là, on va se connaître mieux, on va apprendre à se connaître. Et ça donne un œil sur le handicap, c'est ce qu'il faut dire qui n'est jamais trop montré. C'est venez emmener votre enfant, venez le faire maquiller, acheter une crêpe, manger sur place. Et là, je trouve que ça va être quelque chose de convivial, et surtout qu'on rencontre Louise, je pense que ça peut faire du bien à certaines personnes. C'est possible que des parents qui soient dans la même situation que toi tombent sur cette vidéo, sur ce bien témoignage. Sûr. Est-ce que tu as des choses à leur dire, un dernier conseil, un dernier... peut-être justement de ne pas lâcher. Tu t'es battu jusque-là. Oui, alors ça c'est certain, il faut jamais lâcher. Après, on a chacun notre rythme pour reprendre ses forces. C'est surtout que s'il y a des parents comme moi qui se posent des questions, ou moi je me pose des questions, on peut échanger, ça ne sera que du positif, on peut s'aider en tout cas. Le parcours est différent à chacun. Mais en tout cas, on peut être là, être présent, être un soutien, aider à la conversation sur des connaissances qu'on a que peut-être eux n'ont pas et vice-versa. En tout cas, ça peut être... C'est dur, mais bien s'entourer. Voilà. Il faut être bien entouré, il faut savoir avoir son cercle d'amis. Il n'y a pas besoin qu'il soit gros, mais il faut un bon noyau. Ouais. Je pense qu'ils se reconnaîtront. Et la famille aussi.
Ah, oui, oui, j'en connais plusieurs en plus de tes amis qui te soutiennent. Donc, Ouais. Bah, dans notre malheur, enfin en tout cas moi, puisque j'habite toujours ici, parce que je suis pas originaire d'ici, mais c'est pas un malheur j'ai appris d'habiter à ici. connaître. Oui, bien sûr, mais je C'est connaissais vrai. personne en fait. Oui, Et oui. en fait, maintenant, j'ai un réseau qui est d'amis et de connaissances qui est. Enfin, je pensais pas connaître autant de monde et être soutenu comme ça. En tout cas, je vais mettre ton lien pour la cagnotte en Ouais. description sur les vidéos. Et puis, On dit à tout le monde de venir le 7 juin, donc à Lunéville, au Champ de Mars, Champ de Mars à 10h30. on se fera une joie de vous rencontrer, de vous servir au mieux. Hein. C'est mon premier événement, alors il va falloir être indulgent sur la buvette, tout Ce ça. sera- Hein. sera C'est vraiment un sacré parcours sur la journée, là, avec tout le monde. On est sur la finalisation là, de cette journée. Prochaine réunion lundi, là, Ça va super bien se passer. ça va super bien se passer, il n'y a pas de raison. Puis après, On est sur du détail, là, ça. t'auras tout ce qu'il faut après. J'aurai tout ce qu'il faut, je le souhaite, ou en tout cas, ça va déjà beaucoup m'aider, quoi. Ouais. Y a pas de doute. Mm. Bah, en tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Jérémy Et et puis, Marine. Et bonne continuation. Ouais, merci. Je cherchais mon mot.